C'est ici, surplombant de majestueuses vallées creusées par la fonte des glaces, que je suis née il y a bien longtemps. Depuis la première pierre posée par l'homme sur mon territoire, rien ne semble avoir vraiment changé. Bordé d'espaces majestueux entre montagnes et rivières, il règne en moi un calme olympien. Depuis le Moyen-Âge, je n'ai pas pris une ride. Mon nom, Salers. Joyau de l'Auvergne, je prends racine dans l'ouest cantalien, terre volcanique par excellence. Les coulées de lave y ont, il y a bien longtemps, façonné mon paysage devenu des plus verdoyants. Fertiles et abondantes, mes terres ont de tout temps été propices à l'agriculture et l'élevage. Si bien que je prête mon patronyme à une boisson à base de gentiane et à une célèbre vache. Mon rayonnement est tel que les limites de mon territoire sont floues. De nombreuses villes alentours se proclament de mon pays. Reconnu comme l'un des plus beaux villages de France, je vis aujourd'hui grâce à un tourisme raisonné et un artisanat local. Ce qui fait mon charme ? Mon authenticité conservée à travers les siècles. J'ai ainsi pu cheminer dans la tumultueuse histoire de France, contournant les embûches et évitant maints conflits. De là à considérer mon évolution comme un long fleuve tranquille, rien n'est moins sûr. Remontons à mes origines. Voici mon histoire. Mon histoire débute plusieurs millénaires avant notre ère. Bien avant que je ne devienne une véritable ville, des hommes s'installent déjà sur mon territoire. On peut dater l'arrivée des premiers hommes dans le pays de Salers du néolithique et commencent à s'installer dans les vallées et sur les plateaux, mais en dessous de 800 mètres d'altitude. On a quelques témoignages précis justement de leur implantation, notamment à quelques dizaines de kilomètres d'ici, dans la vallée de la Bertrande, à Saint-Chamand, où on a trouvé un abri sous roche dans le village de Cors, qui est clairement daté donc de l'époque de la fin du néolithique. On peut imaginer que ce sont des chasseurs-cueilleurs et qu'à partir de ce moment-là, ils ont commencé à se sédentariser pour créer des premières implantations humaines au fond des vallées. Et progressivement, ils ont essaimé dans l'axe des vallées vers le haut des vallées et ont commencé à monter, à s'installer sur les plateaux pour mettre en place une agriculture pérenne. À la fin du premier millénaire avant Jésus-Christ, l'occupation par l'homme de mon plateau se développe grâce à la richesse de mon territoire. On a des agriculteurs qui commencent à exploiter la terre, en particulier les céréales, notamment le froment, puisqu'on sait que c'est une céréale qui est capable de pousser autour de 1000 mètres, voire plus. Et aussi, c'est le moment où se met en place un élevage pérenne sur des plateaux donc, qui permettent une culture de l'herbe et donc des coupes d'herbes régulières qui permettent de nourrir un bétail de plus en plus abondant. Cette époque marque donc l'apparition sur mes terres de premiers noyaux humains sédentaires commençant à se concentrer en petits villages. Les hommes qui vivent là sont des Celtes et figurent parmi les communautés les plus puissantes de Gaule grâce à leur maîtrise de la poterie, de la métallurgie et leur facilité à exploiter les terres agricoles. Leur lente évolution se poursuit paisiblement jusqu'à l'arrivée d'un célèbre peuple aux ambitions colonisatrices. Les Romains vont jouer sur les rivalités entre peuples gaulois et vont réussir à obtenir des alliances, notamment celle des Éduins, qui va leur permettre finalement de venir à bout d'une résistance gauloise incarnée par
Vercingétorix. En moins 52, les troupes gauloises de Vercingétorix sont piégées à Alésia, ce qui marque donc le début de la conquête romaine. À partir du 1er siècle après Jésus-Christ, l'occupation romaine donc, se précise sur les basses terres, dans les vallées. Et ici, dans le pays de Salers, on a une implantation donc, progressive de ce qu'on appelle la civilisation gallo-romaine. En fait, donc, c'est un métissage de la culture romaine proprement dite, et puis la culture gauloise qui était antérieure. Donc vont se constituer entre le 1er et le 5e siècle tout un tas de petits hameaux, des villages qu'on appelle en latin des villae, et qui vont constituer des premiers noyaux de villages futurs. César fait preuve d'intelligence en ménageant la fierté des Gaulois, afin de faciliter la romanisation. Les grandes familles auvergnates se rallient ainsi à l'ordre romain et adoptent les modes venus d'Italie. Peu à peu, les villages de Chaussnac et de Drujac se structurent autour de villas gallo-romaines. C'est également à travers la dénomination des villages que les Romains affirment leur présence. Ils les affublent de terminaisons en « ac », typiques de leur culture. Cette influence romaine s'érode au fil des siècles. Au début du Moyen Âge, de nouvelles pratiques apparaissent sur mon territoire. Les hommes ne se contentent plus de plateaux et du creux des vallées et entendent conquérir de nouveaux espaces. Ils se tournent alors vers mes montagnes pour s'installer sur des terres entre 900 et 1300 mètres d'altitude. Ils profitent ainsi des nouvelles richesses de ces vierges étendues où ils pratiquent l'agriculture, notamment l'exploitation du froment, mais aussi l'élevage de vaches et de moutons. Mais ce nouvel Éden suscite bientôt des convoitises. C'est à ce moment-là que se mettent en place des seigneuries assez puissantes, que ce soit des seigneuries laïques ou des seigneuries ecclésiastiques qui étaient gérées par des monastères, qui vont commencer à peupler cette montagne et la mettre en valeur volontairement, en créant les premiers villages montagnards au-dessus de 1000 mètres d'altitude pour exploiter la production fromagère. On va mettre en place un système qui consiste à exploiter les fermes de la vallée et pendant la bonne saison, à partir du mois de mai, monter les troupeaux en montagne dans les estives de façon à leur faire paître l'herbe des estives, ce qui permettait de libérer de la main-d'œuvre dans la vallée et d'exploiter cette montagne qui était un immense champ finalement d'herbage. Pour garder les troupeaux sur mes terres montagneuses de mai à octobre, on y construit des centaines de sommaires habitats appelés burons. Les premiers burons sont vraiment rudimentaires. Ce sont des trous. D'ailleurs, on appelle ça en patois, en occitan local, des tras. Des trous donc qu'on va creuser à même le sol et qu'on va couvrir avec une toiture assez sommaire. Et ce sont des bâtiments dans lesquels les hommes vont venir passer plusieurs mois de l'année pour produire donc le fromage. Cette production fromagère est négociée aux alentours de ma montagne, créant un véritable flux commercial. C'est cet espace d'échange qui va enfin me permettre de me développer à un emplacement précis. Autour du XIe siècle, je deviens un vrai village, situé en bas des montagnes et à l'aplomb des vallées. Peu à peu, une famille noble de la région tente d'imposer son autorité sur mes terres. On estime que la famille de Salers est arrivée dans les lieux à partir de l'an 1000, parce qu'on a, à partir de 1069, une charte de l'abbaye de Sauxillange qui nous dit que le seigneur de Salers est présent sur le territoire. Alors après ce premier château qui devait être en bois, on n'a aucune trace dans les archives. On suppose qu'ensuite il a été bâti en pierre, et là on sait que le château avait 2 tours rondes qui encadraient un pont-levis. Il était sur le promontoire qui est à la sortie de la ville, un immense rocher. En face du château seigneurial se trouve un deuxième promontoire rocheux d'envergure similaire. C'est cette topographie particulière qui a vraisemblablement inspiré le nom de mon village. Sal
Hernu voudrait dire double piton rocheux. Le site de Salers est intéressant dans la mesure où il est né sur un site naturel, un promontoire basaltique double. Le premier va accueillir le château, le second va accueillir la ville. Entre les deux, un faubourg va se constituer pour accueillir les premières habitations des habitants qui venaient chercher la protection du seigneur de Salers. Et petit à petit, cette population trop importante dans le faubourg va finir par se développer sur l'autre butte, sur le plateau, et finir par constituer ce qui va devenir la ville de Salers. Nombre d'habitants profitent de gros blocs rocheux présents naturellement à l'affleurement de Montsol pour en faire les fondations de leur future demeure. Ainsi, les murs de ces maisons médiévales approchent souvent le mètre d'épaisseur. Cette période de prospérité voit également l'affirmation du catholicisme sur mon territoire avec la construction d'une église. Et la curiosité à Salers, c'est que l'église paroissiale se trouve dans le faubourg. Elle n'est pas dans l'enceinte du château, puisque c'est quand même un pouvoir concurrent, ecclésiastique. Elle ne se trouve pas non plus sur le site de la ville, elle se trouve à l'extérieur entre les deux, dans une zone qui finalement est assez insolite pour un choix d'église. Mon édifice religieux est baptisé Église Saint-Matthieu. Elle est dotée d'un porche particulièrement représentatif de cette seconde moitié du Moyen-Âge. Mais pour découvrir son trésor, il faut pénétrer à l'intérieur de ses murs par l'épaisse porte en bois sculpté. Le prêtre Géraud Vitalis y a fait tailler une magnifique mise au tombeau polychrome dans un bloc de calcaire. La Passion du Christ y est représentée à merveille, laissant apparaître un Jésus à la musculature remarquablement dessinée, au réseau veineux et aux courbes articulaires donnant l'impression d'un homme réel. Cette œuvre a pour objectif de renforcer la foi de mes habitants. Mais l'Église est également un moyen pour certains de montrer leur pouvoir naissant. Ainsi, bourgeois et nobles apposent leurs armoiries sur les clés de voûte et dans les chapelles de l'édifice. Mais celui qui sera véritablement considéré comme le premier de mes seigneurs se nomme Helme ou Hélin de Salers. Afin d'asseoir sa légitimité sur mon village, il prête hommage à Alphonse de Poitiers, duc d'Auvergne et frère du roi de France Saint-Louis en 1241. Hélène de Salers est le seigneur local, mais il contrôle des terres aussi dans la montagne autour de Salers. Helme de Salers, à présent considéré comme un seigneur à part entière, doit répondre aux obligations qui lui incombent. Pour ce faire, il va profiter de ma topographie et de l'un de mes promontoires rocheux. Et donc sur ce roc surélevé, on a bâti des éléments défensifs. Avec toutes les attaques dans la région, c'était la priorité de se défendre et de pouvoir défendre aussi les villageois, parce que le seigneur avait une fonction de protection de la population. Tous les habitants, contre certains services, avaient le droit de se retraire au château, d'aller au château et de s'y faire protéger. Le seigneur Helme de Salers serait parti à la 7e croisade. Donc on nous dit que le seigneur est parti avec le roi. Il a été fait prisonnier à la bataille de Mansoura. Et là, il serait resté prisonnier 18 ans. Donc pendant ce temps, Salers a vécu. Et sa sœur et son beau-frère, sa sœur s'appelait Philippie de Salers. Son beau-frère Déodat de Vigoureux était seigneur de Calvinet. Ils auraient pris les biens du seigneur, se seraient installés au château, en pensant qu'il ne reviendrait jamais de la croisade. Or, il est revenu, et là, il y a eu conflit entre le frère et la sœur.
Ce pauvre Helme de Salaire constate que son château est occupé. Donc ils sont obligés, toute cette famille, de composer ensemble. Ils ne se font pas la guerre, ils se mettent d'accord, ils se mettent autour d'une table. Qu'est-ce qu'on peut faire? Maintenant, c'est une co-seigneurie. Il faut se partager les biens. Helme va garder l'ancien château avec ses 2 tours rondes et son pont-levis. Mais au milieu, on construit une tour carrée de 4 étages qui s'est appelée la tour de Calvinet. Et cette tour sera réservée à la famille de Philippe de Salaire, de Déodat de Vigourou. Le seigneur de Salaire, comme tout seigneur dans le cadre du système féodal, prélevait des impôts et avait droit de justice sur ses sujets. Il prélève des impôts, mais il n'est pas le seul. Le roi de France prélève aussi des impôts. Les habitants de Salaire, peu à peu, vont demander des privilèges pour justement payer moins, voire pas du tout d'impôts. Cet élan de contestation est mené par mes commerçants les plus prospères, qui forment une classe bourgeoise désormais très influente. Outre le pouvoir économique, ils souhaitent acquérir un pouvoir politique sur mon territoire. Mais le seigneur s'y oppose et tente de conserver son autorité coûte que coûte sur ma population. Les revendications se font plus pressantes. Pourtant, les jeux de pouvoir n'en sont qu'à leur balbutiement. L'émancipation bourgeoise devient plus concrète avec l'arrivée au XIIIe siècle du bailli. Personnage envoyé donc par le pouvoir royal qui cherchait à contrôler les campagnes et la province et mettre au pli des seigneurs locaux qui étaient parfois rebelles. Donc le bailli est un homme d'épée, c'est un homme qui est censé faire la police, la justice. Le roi va installer un bailliage d'abord à Saint-Martin-Valmeroux, dans la vallée, à une dizaine de kilomètres d'ici, et une petite forteresse en amont de Saint-Martin-Valmeroux, au château de Crèvecoeur, qui va devenir la prison du bailliage des montagnes d'Auvergne. L'intérêt de ce bailliage, c'est qu'il va attirer à Salaire et à Saint-Martin-Valmeroux des gens de justice, et ces gens de justice vont finir par constituer à Salaire ce qu'on appelle une noblesse de robe, c'est-à-dire des gens qui vivent de la justice et qui ont donc de plus en plus de pouvoir. Ces gens vont contrarier systématiquement et progressivement le seigneur de Salaire. Ils vont contrarier ses desseins dans la mesure où ils incarnent une justice ducale, celle du duc, Alphonse de Poitiers, au détriment de la justice locale qui était celle du seigneur. Et ces 2 justices vont rentrer effectivement en concurrence. Petit à petit, le seigneur de Salaire va perdre de ses prérogatives judiciaires au profit du bailliage ducal. Ce bailliage avait un nom, c'était le bailliage des montagnes d'Auvergne. L'appellation est intéressante parce que la juridiction, c'est-à-dire le secteur couvert par ce bailliage, correspondait en fait à toutes les montagnes de l'ouest cantalien. Et du coup, Salaire va devenir la capitale judiciaire de tout l'ouest cantalien. Mais ces querelles locales vont bientôt laisser place à un conflit d'une toute autre ampleur. Du XIVe au XVe siècle, la guerre de 100 ans oppose les royaumes de France et d'Angleterre et déchire le pays tout entier. Mon territoire se trouve à la frontière des possessions anglaises d'Aquitaine et subit donc plusieurs assauts. Des chroniques évoquent le passage des Anglais sur mes terres en 1357. Ils me pillent par 2 fois et rançonnent mes habitants. Même après leur départ, je demeure la proie de bandes de malfrats qui profitent de cette période de trouble. Les grandes compagnies, qu'on appelle aussi routiers et encore écorcheurs, ont profité de l'instabilité politique dans le royaume de France et en particulier aussi en Auvergne pour commettre des rapts et des crimes un petit peu partout dans les montagnes d'Auvergne. Salaire était déjà une ville riche, donc c'est pour ça qu'elle était attaquée. Avec ces riches commerçants qui étaient connus en France, ça devait attirer bien sûr tous les bandits de grand chemin qui, en passant par ici, savaient qu'ils allaient revenir les mains pleines. Il y a un lien direct entre la construction du rempart à Salaire, à partir de 1428,
et le passage des grandes compagnies, notamment de Rodrigue de Villandrado, puisque, curieusement, c'est en 1428, suite à l'occupation de la ville par ce personnage, que les habitants de la ville demandent l'érection de remparts. Et donc les travaux vont débuter à ce moment-là et durer une trentaine d'années. Finalement, vers 1450, la ville est close et peut donc, à partir de là, imposer au seigneur de Salers sa légitimité. Au niveau de l'érection des remparts, ça a été un conflit. La famille de Salers était contre parce qu'ils perdaient beaucoup de privilèges qu'ils avaient. Parce que la construction des remparts allait entraîner le fait que les habitants n'auraient plus besoin de se protéger au château. Le seigneur n'avait pas son mot à dire. La construction des remparts lui a été imposée par le roi et par le duc d'Auvergne. Et donc il a été mis devant le fait accompli. Il a perdu ses procès et donc les remparts se sont élevés. Chaque habitant doit participer à la construction des remparts au niveau financier. Donc chacun, en fonction de la surface de son habitation, doit payer une certaine part des remparts. Donc c'est un investissement énorme pour Salers, mais un investissement qui continue aujourd'hui. La protection de mes remparts affaiblit l'autorité seigneuriale. Mes habitants gagnent en autonomie et ont désormais le droit d'élire ceux qui me dirigent. Ainsi, chaque année, 3 consuls sont nommés pour administrer mon village. Ils sont notamment chargés de l'entretien de mon église, de mes remparts et de tout le mobilier urbain qui fait le bien commun. Ces consuls prennent le rôle du seigneur qui voit bientôt son influence devenir de plus en plus symbolique. Pourtant, tous ne se bousculent pas pour me diriger. La particularité, c'était que beaucoup refusaient d'être consuls parce que cette fonction avait un coût pour eux. Ils étaient élus pour 1 an et ça leur coûtait énormément d'argent. Et on ne pouvait pas toujours vendre des biens communaux pour financer certaines choses et les consuls payaient de leur poche. Cette fonction est donc l'apanage des familles les plus aisées. Diriger et protéger des invasions, je peux maintenant reprendre mon envol. Cette décision de construire des remparts allait être décisive pour l'histoire de Salers, puisqu'elle allait avoir 2 conséquences fondamentales. La première, c'est l'affaiblissement du pouvoir du seigneur, qui ne pouvait plus justifier de sa protection des villageois, dans la mesure où ils étaient protégés par les remparts dans la ville. Et l'autre conséquence fut le transfert définitif du bailliage de Saint-Martin-Valmeroux à Salers, qui offrait beaucoup plus de sécurité. La maison dite du bailliage, en fait, a accueilli le bailliage dans une de ses parties arrière pendant un certain nombre d'années. L'important est de savoir que les prisons étaient en face dans l'actuelle maison du presbytère. Et entre cette maison du bailliage et ce presbytère, on trouve un escalier monumental qui permettait effectivement d'accéder au bailliage et à l'auditoire pour les séances du bailliage. Une fois la construction des remparts faite, il n'y avait pas que les remparts, il y avait aussi des portes. On a dans les archives des gens qui gardent la porte avec leur hallebarde. Dès que quelqu'un se présente, il doit présenter son identité. On lui barre la porte avec la hallebarde. Donc on ne rentrait pas comme ça dans Salers à l'époque. La porte principale, qui était la porte du beffroi, était face au château. Donc c'était considéré de tout temps comme la porte principale. Il y avait une autre porte qui était la porte de la Martille. Il y avait une 3e porte qui aujourd'hui a totalement disparu, qui était à Barouze. Elle était dans la rue de Barouze. Il y avait d'un côté la porte de la Martille, la rue de Barouze et la tour de Barouze. Suivent, quelques années plus tard, la construction de 2 nouvelles portes. Sur ma place principale,
on érige une nouvelle entrée baptisée Porte Neuve. Tandis que près de l'esplanade de Barouze est creusée une poterne dans le rempart. Donc les portes de Salers sont tout autour de la place centrale, le cœur commerçant où sont toujours déroulées les foires, les marchés et où il y avait le plus d'échoppes au rez-de-chaussée des maisons. Il faut bien imaginer cette place dans l'ancien temps avec des arcades tout autour de la place et des étals de marchands partout. Donc c'était un commerce florissant à l'époque. La particularité de Salers était d'avoir ses propres mesures. C'est-à-dire que quand on pesait les biens au marché, on avait une mesure de salaire qui s'imposait à toute la région. Et on avait une halle sur la place où tous les biens étaient échangés. Voilà, quand il fallait vendre de la viande, quand il fallait vendre du fromage, des bestiaux, tout se faisait sous la halle. Un lieu de commerce important pour Salers qui rayonnait sur tous les alentours. Au XVIe siècle, toute la place de Salers avait des commerces dans toutes les parties basses des maisons. Les grands propriétaires louaient leurs parties basses et ils avaient d'autres accès par l'arrière pour pouvoir accéder aux étages où là, c'était les maisons bourgeoises. Et donc, il faut imaginer toutes ces arcades ouvertes avec des étals de commerçants et cela tout autour de la place de Salers, mais aussi dans les rues adjacentes. Et pourquoi ce commerce à Salers ? En fait, juste en face de Salers, vous avez une montagne qui s'appelle à l'heure actuelle le Puy Violent. Mais c'est une déformation en patois du Puy Bélan. Parce qu'il y avait énormément de moutons dans la région. Et tous ces moutons ont produit beaucoup de laine. Et les gens tissaient la laine. Et les gens ont commencé à commercer avec ce genre de laine. On envoyait un petit peu partout soit de la laine, soit du tissu. Et on a commencé comme ça à faire de grands réseaux de commerce. Et au fur et à mesure du temps, ces petits commerçants de Salers sont devenus des gros commerçants qui ont étalé leur réseau un peu partout en France, voire aussi à l'étranger. En 1500, les commerçants de Salers étaient déjà richissimes, ce qui leur a permis de bâtir de grosses maisons. On a les registres de commerce de la famille Chazette de Bargue, où on voit qu'ils commerçaient un peu partout en France. Ils allaient à Poitiers, ils allaient à Lyon, ils allaient à Paris, ils allaient sur Grenade en Garonne. Et pourquoi Grenade ? Parce que ça leur permettait, avec le fleuve, de faire partir leurs balles vers Bordeaux, Bordeaux vers l'Atlantique et ensuite vers l'Espagne ou vers Anvers. Alors que certains de mes marchands prospèrent dans toute l'Europe, le danger vient brusquement frapper à ma porte. Une nuit d'hiver, Florine, une mère dévouée, décide de sortir laver son linge au lavoir de Barouze. Elle ignore que je suis sur le point d'être victime d'une invasion qui va mettre mes remparts à l'épreuve. Laver son linge en pleine nuit, c'est un peu étrange, mais ça s'expliquerait parce que son fils était lépreux. Et donc, ils n'avaient pas le droit de sortir de chez eux la journée. Donc, elle est en train de laver son linge à 4-5 heures du matin. Et là, elle voit 14 assaillants arriver. Donc, Florine donne l'alerte au corps de garde et une bataille s'engage. Il faut dire qu'à l'époque, Salers comptait 300 hommes en armes, donc on avait de quoi se défendre. Une bataille s'est engagée, les assaillants ont réussi à grimper sur les remparts, ils ont parcouru la rue entre Barouze et la Martille. Ils ont attaqué la tour de la Martille et là, il y a eu 22 habitants de Salers qui ont été tués dans la bataille. Mais ils ont réussi à chasser les assaillants grâce à l'alerte de Florine. Comme bon nombre de bandits de l'époque, ces malfrats sont soumis à une double justice. À Salers, vous aviez donc la justice du Seigneur et la justice royale. Et le Seigneur avait mis son pilori sur la place. Donc le pilori, il faut imaginer un carcan en bois avec le prisonnier qui a ses mains attachées et qui est exposé les jours de marché à la vue de tout le monde parce qu'il a volé ceci ou il a contrevenu à cela. Il y avait aussi la potence à Salers, mais la potence et les fourches patibulaires, c'était plutôt de la justice royale.
Et là, on pendait les pendus à la sortie de Salers, sur un espace en hauteur, près de la route, à la vue au sud de tout le monde. On laissait les pendus là pour bien montrer que le roi et le seigneur ont une justice chacun et qu'il faut respecter les règles, sinon on finit comme eux au bout de la corde. Marqués par ces condamnations, certains de mes habitants se professionnalisent dans le domaine de la justice. En ce début de XVIe siècle, l'un d'eux va parvenir à se hisser jusque dans les plus hautes sphères du royaume. Pierre Lizet. Avocat de profession, il quitte mes terres pour se rendre à la capitale où l'attend une ascension fulgurante. Monsieur Lizet devient premier président au Parlement de Paris en 1529. Donc il a une carrière à peu près pendant 20 ans au Parlement de Paris, avant de prendre sa retraite dans une abbaye. Il fait un testament en faveur de Salers, donc on est vers 1550. Et dans son testament, il lègue à Salers sa maison natale, qui se situe sous le beffroi, qui est composée d'une chapelle aussi, très ancienne. Et cette maison étant très grande, ça a permis à la ville d'en faire ce qu'on appelle un hôtel-Dieu, c'est-à-dire un hôpital. Donc l'hôpital était hébergé chez Monsieur Lizet, donc les villageois de Salers lui devaient beaucoup, puisque cet établissement n'existait pas avant lui. Pierre Lizet, protecteur de la ville, a considérablement amélioré le quotidien de mes villageois. Près d'un siècle plus tard, en 1643, un nouveau souverain monte sur le trône. Son règne, le plus long de l'histoire de France, va impacter directement mon territoire et faire trembler la noblesse sagranière. Alors qu'il n'est encore qu'un enfant, Louis XIV, dit le roi Soleil, fait face à des révoltes menées par les puissants du royaume. Dès lors, il conserve une rancune tenace à leur égard. En 1665, le roi de France, Louis XIV donc, jeune, mais roi, décide de rétablir l'ordre en province suite à l'épisode de la Fronde qui avait ravagé la France et qui avait pourri les relations entre la monarchie absolue et les grands seigneurs entre 1648 et 1653. En 1665, il décide de créer un grand tribunal en Auvergne, à Clermont-Ferrand, qui s'appela donc les Grands Jours d'Auvergne, pour juger tous les seigneurs qui avaient pu être rebelles à l'autorité royale pendant cette période. Le roi a organisé ce procès pour montrer à la province que l'autorité émanait de lui et que la période de la Fronde, qui avait vu son autorité contestée, était terminée. Donc c'est vraiment un tournant dans la mise en place de l'absolutisme royal en France. Donc là, la petite histoire rejoint la grande. Le tribunal des Grands Jours d'Auvergne à Clermont siégea pendant 4 mois. Il y eut plus de 600 condamnations, dont 87 nobles furent condamnés et 23 peines de mort furent prononcées et réellement appliquées. Parmi ces condamnés à mort, on retrouve un membre de l'illustre famille seigneuriale de mes terres, Henri de Salers, accusé de crime. À l'époque, c'était Henri de Salers qui a été condamné parce qu'il avait tué un de ses subordonnés et sans autre procédure. Il n'a pas eu recours à la justice pour emprisonner la personne, lui faire un procès et éventuellement le pendre à la potence. Non, il est passé directement à « je tue la personne ». Mais absent au procès, sa peine ne peut être appliquée. Le juge décide alors de réduire tous ses biens à hauteur d'infamie, soit à seulement 1 mètre de haut. Tous ses biens, c'était le château, c'était tous ses bois, tout ce qu'il avait en termes de bâti dans la région. Alors il y a juste un problème, c'est que Henri de Salers n'était plus seigneur. En 1654, Henri de Salers avait vendu la seigneurie à son frère François de Salers. Et Henri de Salers vivait dans le Puy-de-Dôme, il n'était plus du tout sur la région. Donc en fait, on a eu le château rasé, alors que ce n'était pas le bon seigneur qui avait été condamné. C'est pas de chance.
François de Salers était à peu près du même acabit que son frère, c'est-à-dire que lui-même avait aussi commis des exactions et lui-même était susceptible d'avoir des soucis avec les grands jours d'Auvergne. Donc en fait, les deux ont fui pendant un certain temps et n'ont pas remis les pieds sur le territoire. En janvier 1666, quand on décide de détruire le château, la sentence tombe. Et quelques mois plus tard, donc il y a toute une équipe plus ou moins de militaires qui viennent sur Salers dans le but de raser ce château. Donc les archives montrent qu'ils se servent de ce qu'il y a sur place. C'est-à-dire il y avait une étable à côté du château, alors ils découvrent la toiture de l'étable et ils prennent tout le bois qu'il y a à l'intérieur et ils s'en servent comme des pieux pour saper la tour de Calvinet de 4 étages. Donc ça a dû leur prendre des semaines et des semaines pour arriver à raser tout le château. Mais bon, ils ont effectivement réussi leur mission. Par la suite, on propose aux enchères aux habitants de racheter tous les matériaux qui sont dans le château. Donc la vente aux enchères se fait et c'est un monsieur Chevalier qui va remporter la mise. Bon, il s'avère que monsieur Chevalier s'était plus ou moins entendu avec Annet de Scorail, le mari de Diane Magdeleine de Salers, qui avait l'intention de rebâtir par la suite le château. Mais surprise, lorsqu'ils viennent chercher les matériaux achetés aux enchères, il y en a beaucoup qui ont disparu. Certains habitants de Salers se sont servis. Le château rasé et dépouillé, François de Salers vend la baronnie à sa fille, Diane Magdeleine, pour une bouchée de pain. Avec le mariage de celle-ci au seigneur de Scorail, le patronyme de la famille de Salers disparaît de mon territoire. Le gendre Annet d'Escorail va tenter de rebâtir le château, mais il en sera empêché par le lieutenant général de la Ronade qui va faire tous les procès qu'il pourra pour que le château ne soit jamais rebâti. On va s'acheminer vers une guerre sans fin entre la famille de Scorail et les Laronade, puisque la Ronade, c'était le lieutenant général au bailliage et qui voulait avoir une stature à peu près équivalente à celle du seigneur et qui sera toujours en conflit avec le seigneur pour être le maître de Salers et pas, que ce ne soit pas le seigneur de Scorail. Le seigneur de Scorail n'a donc plus que les ruines d'un château et a toutes les peines du monde à imposer son pouvoir sur mes terres. Il décide alors d'acquérir une demeure à l'intérieur de mes remparts, et plus précisément sur ma place centrale. Bien sûr, le seigneur, pour montrer son importance, va y construire une tour qui sera la plus haute tour de la place. Et il va se servir de toutes les pierres de l'ancien château pour bâtir la tour de la place. Monseigneur réaffirme donc symboliquement son autorité, ce qui n'est pas du goût du lieutenant général de la Ronade qui habite la maison voisine sur ma place. C'est le début d'une très longue bataille judiciaire entre les deux familles, qui s'étalera sur plusieurs générations. Mais comme toujours, la grande histoire n'a que faire de mes querelles intestines et finit par les balayer d'un revers de la main. En 1789, la Révolution française éclate. Elle va avoir des incidences importantes sur Salers. D'abord, dans un premier temps, Salers étant chef-lieu de bailliage, donc juridiction administrative, la ville va accueillir l'assemblée de bailliage qui avait pour fonction de choisir les représentants cantaliens aux États généraux qui allaient s'ouvrir à Paris en mai 1789. Avec le déclenchement de la Révolution et surtout avec l'abolition des privilèges le 4 août 1789, la ville de Salers et la noblesse sagranière allaient perdre tous leurs privilèges. Certaines familles de Salers ont été directement impliquées dans cette période de tourmente puisque la famille de la Ronade, par exemple, a eu 2 de ses représentants qui ont émigré à partir de 1792 pour gagner les rangs de l'armée contre-révolutionnaire qui s'était constituée au-delà du Rhin, en Allemagne, et qui avait pour objectif de rétablir la monarchie absolue qui venait d'être abolie en septembre 1792.
Du coup, cette famille de la Ronade allait être inquiétée puisque les sans-culottes locaux, les plus radicaux révolutionnaires à partir de 1793, vont en fait s'en prendre à leur mère, Madame de la Ronade, qui avait 72 ans et qui fut donc arrêtée à Saint-Martin-Valmeroux, jugée à Aurillac et décapitée à Aurillac. Madame de la Ronade, donc la mère de ces deux émigrés, fut la seule femme exécutée dans le Cantal pendant la Révolution française. Ce bouleversement des rapports de force entraîne la fuite de la plupart de ma noblesse. Et les sans-culottes tentent d'effacer toute trace de son existence. Ils dégradent ainsi blason, clés de voûte et maisons en représailles à des siècles de privilèges. La famille de la Ronade a quitté Salers au moment de la Révolution. Ils sont partis, ils ont immigré en Espagne et ensuite au Mexique. Ils reviendront par la suite, mais ils n'auront jamais plus les mêmes fonctions sur Salers. Suite à cette période d'instabilité, mes habitants reviennent à une valeur sûre, mes terres. La ville va rebondir au début du 19e siècle sur l'activité agricole, qui va prendre son essor dans les campagnes françaises. Surtout à partir du milieu du 19e siècle, sous l'impulsion de physiocrates, c'est-à-dire des ingénieurs agronomes, dont en particulier ici Tissardiescu, qui a été considéré comme le rénovateur de la race salaire. Dans la foulée, donc, Tissardiescu a créé à partir de 1853 un comice agricole pour inciter les éleveurs cantaliens, en particulier du plateau de Salers, à tout faire pour améliorer la race en sélectionnant les meilleurs animaux et en les faisant se reproduire entre eux, de façon à créer finalement une sorte de race pure qui allait faire le bonheur du pays. La particularité de ma vache, qu'on qualifie d'allaitante, est qu'elle ne donne son lait qu'en présence de son veau. Lait très précieux, car il entre dans la composition d'un fromage qui va bientôt dépasser les frontières de ma région. Le Cantal. Car grâce à un nouveau projet d'avant-garde, mes commerçants et habitants vont pouvoir se déplacer beaucoup plus facilement. Le grand projet de relier l'Auvergne à Paris en chemin de fer date du Second Empire, lorsque Napoléon III décide de faire construire un réseau de chemin de fer qui partira de Paris et qui desservira toutes les régions de France, notamment l'Auvergne. La première ligne qui traversera le Cantal partira de Clermont-Ferrand pour aller jusqu'à Aurillac. Construire une ligne de chemin de fer dans les montagnes cantaliennes était un défi extraordinaire parce qu'il fallait donc passer des vallées, enjamber des rivières, passer sous les montagnes. Il a donc fallu construire des dizaines, on peut même dire des centaines d'ouvrages d'art, comme des ponts ou des tunnels évidemment, voire des viaducs, puisque chez nous, nous sommes entourés de viaducs comme celui de la cascade de Salins en particulier. La ville de Salers, qui n'était pas dotée de gare, bénéficiait à ce moment-là de sa gare, si on peut dire, mais dans le village de Drujac, puisque le chemin de fer passait à Drujac, et on créa donc à Drujac la gare de Drujac-Salers. Le village de Drujac se trouve à une petite dizaine de kilomètres de Salers. Il était donc parfaitement justifié de créer une gare à Drujac pour les habitants de Salers. L'arrivée du chemin de fer dans le Cantal et en particulier dans l'ouest cantalien a largement contribué au désenclavement de la montagne cantalienne et donc de Salers. Il a dynamisé l'économie locale et a surtout contribué à transformer une petite agriculture dans une agriculture d'élevage qui a pu à partir de ce moment-là exporter ses bovins et surtout ses fromages. En 1913, le gouvernement français a lancé une étude pour créer une ligne de chemin de fer qui partirait de la Corrèze, de Tulle, qui passerait à Argentat et qui remonterait à Salers. L'idée, c'était de construire donc une ligne qui desservirait la montagne cantalienne, en particulier la petite ville de Salers, qui avait encore un certain dynamisme en matière d'agriculture. Malheureusement, faute de financement, ce projet de chemin de fer échoue.
si bien que le train ne parviendra jamais jusqu'aux portes de mon village. Cette déconvenue, couplée à un exode rural croissant vers la capitale, freine mon dynamisme. C'est le moment choisi par mes dirigeants pour mettre en valeur mon histoire et mes richesses architecturales. La chapelle Notre-Dame de Lorette, laissée à l'abandon depuis la Révolution française, connaît une nouvelle jeunesse. Les travaux de reconstruction démarrent en 1885 et s'achèvent un an plus tard. La chapelle se compose d'une nef à vaisseau unique, surmontée d'un voûtement sur croisée d'ogives, se prolongeant par un chevet pentagonal. Un massif occidental coiffé de 3 tours précède l'édifice. Dans les années 1920, les premiers classements au patrimoine apparaissent. Après, les classements vont se faire au fur et à mesure des années, mais on va arriver jusqu'à une vingtaine de bâtiments classés sur salaire. Et donc, qui dit bâtiment classé dit des obligations pour la ville. Ici, il faut que toutes les toitures soient en lauze. D'autres mesures sont prises pour préserver mon patrimoine et mon unité architecturale. Les habitants ne peuvent ainsi installer que certains types de fenêtres et volets. C'est justement la conservation de mes édifices historiques qui attire, en cette première moitié du XXe siècle, de premiers curieux. Au fur et à mesure, le tourisme s'est développé avec les congés payés, etc. Donc, il y a eu une explosion du tourisme dans le Cantal. Et Salers a amélioré certaines choses. On a créé des rocades pour faire des parkings. Le tourisme a été crescendo jusque dans les années 90 à peu près. Fleurissent également bon nombre de commerces pour alimenter cette nouvelle clientèle et lui faire découvrir mes racines et mon terroir. Mon aura ne cesse d'augmenter avec l'obtention dans les années 80 du label « Plus beau village de France ». J'en profite également pour réaffirmer mon histoire avec l'organisation de fêtes Renaissance, me propulsant en l'espace de quelques jours plusieurs siècles en arrière. Ces spectacles drainent des curieux dans toute la France et me permettent de me montrer sous mon meilleur jour. À la fin des années 90 et conjointement avec la fermeture de la ligne de chemin de fer Mauriac-Aurillac, sur laquelle se trouvait ma gare de Drujac-Salers, les autorités locales décident d'exploiter différemment mon réseau ferré. Certaines lignes ont été transformées en pistes cyclables, d'autres sont utilisées maintenant pour le tourisme, en particulier à travers le vélo-rail ou bien le pédalo-rail. L'idée de cette nouvelle forme de tourisme sur ces infrastructures ferroviaires est de découvrir des paysages qui étaient totalement oubliés, de découvrir des points de vue uniques, notamment lorsque les vélo-rails ou pédalo-rails fréquentent les viaducs qui jalonnent cette piste. Malgré ces initiatives favorisant l'économie de mon territoire, je dois faire face à de nouvelles problématiques, comme le repeuplement de mes terres. Ma population, qui n'a cessé de décroître au cours du XXe siècle, est maintenant au plus bas. Cependant, une récente dynamique d'exode urbain permet d'entrevoir des jours meilleurs. Il est maintenant courant de voir arriver dans mes environs d'anciens citadins lassés de la ville. De nombreuses politiques locales soutiennent ces projets d'installation avec la création de pôles d'activité, comme celui des 4 routes de Salers. Les entreprises qui s'y implantent favorisent la création d'emplois et les terrains situés aux alentours sont vendus à des prix défiant toute concurrence pour attirer de nouveaux habitants. Mais le défi le plus ambitieux auquel nous devons nous confronter est sans contestation possible celui du réchauffement climatique. L'agriculture, qui a toujours été le principal secteur d'activité de mon plateau, se trouve menacée par l'augmentation des températures. Il n'est plus rare que l'eau vienne à manquer en été et que les prairies autrefois verdoyantes se parent d'un jaune symbolique de l'assèchement de ma végétation. Agriculteurs et éleveurs se voient obligés d'adapter leurs pratiques pour nourrir leurs bêtes et sauver leurs exploitations. Là où pâturaient les vaches salaires il y a encore quelques années,
fleurissent désormais des champs de maïs, une plante friande de chaleur. Ces nouvelles cultures sont destinées au bétail lorsque les herbages deviennent insuffisants. Toutefois, les agriculteurs ne sont pas les seuls touchés. Des restrictions d'eau sont mises en place chaque été afin de préserver les nappes phréatiques. C'est donc un mode de vie éco-responsable qui s'impose à mes habitants. Une fois de plus, ils s'adaptent et tentent de trouver des solutions face aux nombreux obstacles qui se dressent sur notre chemin. Fière de ces millénaires d'histoire et confiante dans l'avenir, j'espère conserver mes racines et mon patrimoine, malgré les bouleversements et les évolutions qui m'attendent.